Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Critérium du Dauphiné. Alors, comme je l'ai dit dans l'onglet communauté, mais vous ne l'avez peut-être pas vu, pour des raisons d'organisation, en ce moment, je fais d'autres choses, je suis pas chez moi. Donc, les vidéos seront en ligne à midi 13h. Voilà, vu que, enfin plutôt 13h même, vu que de l'autre côté, je suis également en train de faire d'autres choses à côté. Donc je regarde les étapes le soir même, tout simplement. Donc c'est pas forcément évident de tout caler, voilà, pour tout vous dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Pendant toute la semaine, on aura cette configuration-là d'écran, hein. Je ne serai pas en grand écran. Voilà, je serai en petit, puis je vous afficherai les différents classements en vidéo. Les classements que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo comme d'habitude. Ça, c'est habituel. N'hésitez pas également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, de faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Google, Amazon, TikTok. Là en ce moment c'est calme, mais si je vois des étapes en direct, je vous ferai un teasing sur TikTok. Et puis voilà, on commence tout de suite avec cette course du côté du Dauphiné. Première étape d'un Dauphiné où on a quand même un peu plus de monde que l'année dernière au niveau de la liste de départ. C'est vrai que l'année dernière c'était un petit peu tristoun au niveau de la liste de départ. Cette année c'est mieux équilibré hein, entre le Tour de Suisse et le Dauphiné. Et puis également la route d'Occitanie et toutes ces courses également qui ont lieu fin juin, parce qu'on a un deuxième week-end de juin qui va être très costaud avec énormément d'épreuves qui ont lieu en même temps. Dans cette première étape du Dauphiné, on a eu une étape sympa, un sprint qui n'était pas facile parce que c'est vrai que ce Dauphiné, bon, comme d'habitude, c'est pas une course pour les sprinteurs. Alors faut faire avec les bosses. On est aussi sur une phase de reprise, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté pendant un mois et demi parfois, pour préparer le Tour de France, pour faire des stages en altitude. Là, c'était le premier jour, on remettait un dossard. Parfois, c'est compliqué la remise en route. Et donc, c'était un sprint pas facile. On a eu un rythme élevé avec des conditions climatiques qui étaient très difficiles, notamment pendant la dernière heure de course. Hein, on a eu un rideau d'eau, tout simplement, d'un coup. Alors, c'est tombé d'un coup, c'est un orage sur la course, mais alors monumental. Ça nous a rappelé le Tour d'Italie. Cette année 2023 au niveau des courses cyclistes est très humide. Et puis on a déjà quelques surprises au niveau du général avec 2-3 coureurs qui ont perdu 15-20 secondes. Alors on a l'impression comme ça que c'est pas grand chose, sauf qu'on est sur une course d'une semaine, on n'est pas sur une course de 3 semaines. Donc voilà, pour les places dans le top 10, ça peut se jouer parfois à la seconde près. Perdre du temps sur une étape comme ça, c'est un petit peu dommageable. Et puis dommage également pour Rune Eregot qui a fait son maximum, hein, Rune Eregot, mais qui n'a pas réussi à gagner. C'est dommage parce que c'est un solide. Je pense qu'il lui manque pas grand-chose. Pur produit de la formation belge, mais on va revenir sur tout ça un petit peu plus tard. Et puis du côté du français, il y a eu du bon avec la victoire de Laporte. Et puis il y a eu du moins bon avec Pierre Latour. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis on gardera un petit peu le profil de l'étape de cet après-midi. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top. On commence avec Christophe Laporte. Forcément, nouvelle victoire pour Christophe Laporte. C'est peut-être l'un des sprinteurs les plus prolifiques hein, depuis le début de saison, Christophe Laporte, en termes de nombre de victoires, parce que c'est, encore une fois, on va pas revenir, mais ça se partage énormément entre beaucoup de types de coureurs. Moi, ce qui est important de noter, bon, déjà c'était une course de costaud, on sait que Christophe Laporte, quand c'est dur, il est toujours présent. C'était déjà le cas à l'époque de Cofidis, c'est toujours le cas aujourd'hui avec la Jumbo-Visma. Mais moi, ce qui m'a impressionné, c'est le changement encore de statut de Christophe Laporte. C'est-à-dire que Christophe Laporte, il a passé encore un petit cap en termes de statut. L'année dernière, on lui donnait parfois sa chance, mais quand il y avait Vingegaard, je ne suis pas sûr que Vingegaard ou Roglič auraient roulé pour Christophe Laporte. Ils le font pour Van Aert, ils le font depuis des années pour Van Aert, mais ils ne l'auraient pas fait pour Laporte. Hier, on a vu Vingegaard rouler pour Laporte. Ce qui montre bien aujourd'hui que Christophe Laporte est un vrai leader dans cette formation, même si sur les classiques, Jacques Van Aert est une chouille encore au-dessus
et encore, quand tu regardes les résultats, c'est quand même assez proche, mais il ne faut pas regarder que les résultats comptables, il faut regarder également comment les courses sont courues, et on voit bien que Van Aert est le vrai leader, est leader un peu au-dessus, lui c'est le leader juste en dessous. Mais du côté de Christophe Laporte, on s'aperçoit que sur les étapes comme ça de sprint, sur le plat, maintenant, si un Van Aert n'était pas au top de sa forme, je pense que Van Aert travaillerait pour Laporte. Laporte est vraiment pleinement intégré désormais. Bon, maintenant, il a un contrat jusqu'en 2025-2026. C'est le coureur français qui a un contrat qui est le plus lointain du côté du cyclisme en ce moment. Et Christophe Laporte, derrière, il fait un sprint. Très intelligent dans sa manière de sprinter aussi, parce qu'au kilomètre, il est déjà en deuxième position. Mais il attend quand même de lancer son sprint. C'est-à-dire qu'il n'a pas paniqué. Il y avait Eregots qui était devant. Il n'a pas paniqué. Il a décidé de lancer son sprint vraiment quand il le souhaitait. Il a réussi à ne pas se faire enfermer aussi. Mais il a lancé son sprint quand il le souhaitait. Et ensuite, il crucifie Eregots. Tristesse pour Eregots. Mais je trouve que Laporte, il a lancé son sprint au bon moment. Alors que du côté des autres coureurs, je pense notamment à Badjoli, il lance un peu tôt. Badjoli, c'est Stannard aussi qui lance tôt, alors que lui, je pense, lance au bon moment, et c'est ce qui permet de faire la différence sur ce sprint-là. Donc, belle performance de la part de Christophe Laporte. Voilà, beau résultat pour le Français. Et puis, donc, ça fait une nouvelle victoire. On va regarder tout de suite. Il est à combien de victoires cette année? Seulement 9. Putain, j'avais oublié qu'il y avait seulement 9 jours de course. Dans ces 9 jours de course, il a déjà 3 victoires. Le ratio nombre de jours de course victoire est assez impressionnant. Bon, c'est la force de la Jumbo, c'est de courir extrêmement peu. C'est une équipe où, comme les UAE maintenant, on repart sur un cyclisme où les coureurs, on les voit assez peu. Alors, je pense que du côté de l'UCI, il va falloir le prendre en compte également pour éviter qu'on ait des coureurs que l'on voit sur 4 courses dans l'année et pas beaucoup plus, comme à l'époque de Jan Ullrich, de Lance Armstrong. Même plus Jan Ullrich que Lance Armstrong, parce que Lance Armstrong, tu le voyais quand même sur d'autres courses, mais il a arrêté sa saison sur le Tour de France. Ça serait bien quand même qu'on impose peut-être des limites de jours de course en World Tour et en deuxième division, qui est un maximum, mais également un minimum peut-être, pour permettre quand même de voir les stars un peu plus souvent, peut-être, parce que là, Christophe Laporte, malgré il y a eu quelques petits éléments, mais bon, il a seulement 10 jours de course au mois de juin. C'est extrêmement peu, et je trouve que c'est un peu triste pour le cyclisme. Après, imposer un minimum de course, quand vous êtes blessé, ça serait compliqué, mais peut-être demander quand même qu'on essaye dans les équipes que les leaders soient quand même un peu plus présents. C'est bien les stages en altitude, mais bon, on est content également quand on est suiveur de pouvoir suivre les coureurs pendant les courses et pas seulement avoir les infos sur Twitter, sur les réseaux sociaux des mecs qui sont en stage en altitude. C'est mon petit coup de gueule du jour. Je poursuis avec un autre coureur, c'est Rune Regots. Dommage pour Rune Regots parce qu'il fait 3e de l'étape. Alors vous allez me dire, c'est déjà 30 points UCI. Oui, mais bon, il est passé quand même pas loin d'un gros exploit. Et puis, il n'est pas passé loin, quoi. Il fait vraiment le job. Il y avait cette descente qui était technique. Il a pris tous les risques dans la descente. Il a fait vraiment énormément d'efforts. Bon, ça n'a pas suffi pour Rune Regots. Le coureur belge, pur produit de la Belgique également. Il est passé par la Lotto U23, Team Flanders, Top Sport Flandre, et puis Flanderen, et il est passé également là maintenant chez Intermarché. Quelques résultats depuis le début de saison. Il a quelques podiums déjà sur d'autres courses, mais là il est pas passé loin. Vraiment costaud. Alors il était bien accompagné aussi pendant un moment, parce que Dorian Godon, c'est pas le dernier pour prendre des relais. C'est dommage pour Renaud Regots, parce qu'il n'est pas passé loin vraiment d'un bon résultat aujourd'hui, le coureur belge. Mais voilà, le peloton était trop fort. Mais on s'aperçoit quand même, peut-être, je pense que c'est une théorie, que le Giro, qui a permis à énormément de baroudeurs de réussir des résultats, va peut-être débloquer certains coureurs, va peut-être permettre à des échappées d'être plus nombreuses.
en termes de quantité et peut-être que ça va permettre d'augmenter le nombre de victoires des échappés parce que c'est vrai que si on avait eu un Giro dans la même mouvance que le début de saison, ça veut dire avec 2 échappés qui seraient allés au bout, peut-être que le Tour de France aurait été tristoun au niveau des coureurs échappés. Peut-être que ça va donner de la confiance à des coureurs pour partir en échappée suite à ce Giro qui a été assez animé du côté des échappés. Dorian Godon, lui, il prend la tête du classement de la montagne. Mais bon, avec le barème actuel des 4e catégories, ça fait que 3 points. Donc, ça ne va pas lui permettre de garder ce maillot pendant très longtemps. Je pense que même dès ce soir, il peut le perdre. Dorian Godon, mais c'était bien de revoir encore Dorian Godon, qu'on n'avait pas dû voir depuis l'Amstel. Dorian, depuis l'Amstel Gold Race, où ça avait été compliqué. Je vérifie. Ah non, c'est Donovan Grodin, pardon. Je dis une bêtise, c'est Donovan Grodin qui est en tête du classement de la montagne. Mais Dorian Godon, ça faisait depuis quelques temps qu'on ne l'avait pas vu. Le coureur français, ça devait être depuis l'Amstel. Et puis je termine avec la belle 5e place de Van Gils. Mais Van Gils, je regardais ça parce que ça, j'avais dit une petite bêtise pendant le Giro, je crois, sur Van Gils. Et je regardais les résultats tout à l'heure de Van Gils pour préparer cette vidéo. Quand on regarde, Maxime Van Gils, quand même 5e de cette étape du Dauphiné, 11e de Liège-Bastogne-Liège, 8e de la Flèche-Wallonne, Amstel 7e, Volta Limbourg Classique 2e. Sur la Catalogne, il avait pris 2 4e places. Tour de Man 6e du Général avec également une 2e place, 5e de la Muscat Classique. C'est quand même pas mal pour le coureur belge qui a des objectifs sur la fin de saison. On voit sur la Classica Saint-Sébastien et les 2 classiques de Québec et Montréal. Mais pas mal aussi ce que fait Maxime Van Gils. Ça fait partie des nouveaux talents biberonnés par la Lotto et sur lequel la Lotto doit se concentrer. Et puis la Lotto fait quand même des résultats. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas fait le Giro, c'était un objectif, c'était un choix de leur part. Mais on a vu qu'Alé Béouane notamment faire des résultats. Peut-être plus Arnaud Delis qui est un petit peu plus en difficulté. La confirmation pour Arnaud Delis est un petit peu plus compliquée que la première saison. Mais Van Gils fait des résultats. Voilà, ils ont quelques mecs qui vont être intéressants à suivre. Alors forcément, ça ne sera pas une équipe qui jouera le classement de la montagne, mais du prochain Tour de France. Mais il y a peut-être des mecs qui peuvent faire des bons résultats dans certaines échappées. On poursuit, on poursuit pas, mais je voulais faire un petit point sur les leaders du général. Alors quand on regarde les leaders du général, on a du Ciccone qui est dans le bon groupe, Carapaz, Guillaume Martin, Champoussin pour Arkea, qui on a d'autres, Egan Bernal également, Matteo Jorgensen, Godu, pourtant qui a subi une crevaison, Vingegaard bien entendu, Adam Yates également, Jack Haig, qui après un Giro compliqué a l'air de s'être refait un petit peu la cerise. Chavez également qui est dans le bon groupe. Et puis vous avez Gross-Schartner, Steph Kras également de la Total, Jenny du côté de la Bora, Julien Alaphilippe, Ben O'Connor aussi, Daniel Felipe Martinez, qui ont fini dans le bon premier groupe. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec le gros bonnet d'âne du jour, c'est Pierre Latour. Alors aujourd'hui, Pierre Latour, il a perdu 6 minutes. Bon, le général, c'est déjà fini. Le général aurait déjà été compliqué, mais un top 15 était envisageable pour Pierre Latour. Sauf qu'aujourd'hui, il perd 6 minutes. Pierre Latour, je vais vous le retrouver dans le classement parce qu'il est très loin. Pierrot Latour, il finit avec Geoffrey Bouchard, avec Olivier Legac. Encore une fois, la descente. Alors c'est dommage parce que on avait cru que ce syndrome-là de crispation en descente s'était complètement arrêté pour Pierre Latour. On avait parlé notamment au Grand Prix La Marseillaise où il avait fait une belle descente dans la fin de la course, où il avait vraiment été intéressant. Et là, c'est vrai que ça a été compliqué pour lui. Il a vraiment été en difficulté sur cette descente. Il a perdu énormément de temps et après c'était fini. Même David Gaudu a réussi à revenir dans le groupe du peloton alors que lui n'a pas réussi à revenir. Et c'est quand même dommageable déjà pour Pierre Latour parce que c'est vrai que quand tu te souviens quand même de son niveau de performance chez AG2R, tu te dis t'as l'impression que c'est quasiment plus le même coureur. C'est frustrant parce que c'était quand même un coureur qui avait un beau potentiel chez AG2R et derrière c'est un peu une déception quand même Pierre Latour. Alors c'est une déception parce que comme je dis toujours dans le cyclisme, il suffit pas d'être le plus fort, il faut aussi avoir de la maîtrise technique sur son vélo et Pierre Latour il n'en a pas. Il faut avoir de la technique, que ça soit dans son coup de pédale,
que ça soit dans les descentes où il n'a jamais été à l'aise. Et au bout d'un moment, ça a des conséquences. Et comme Pierre Latour, pour le moment, ne veut pas devenir baroudeur, ce qui pourrait lui permettre d'avoir des résultats, contrairement à d'autres coureurs qui ont cet objectif-là, bah, il se retrouve à être assez peu présent dans les résultats des grandes courses parce que bah, il n'est pas assez présent dans les descentes. C'est aussi un problème pour un Pierre Latour parce que pour moi, il a le potentiel, un petit potentiel puncher, mais avec son niveau-là technique sur le vélo, il ne peut pas aller chercher Liège-Bastogne-Liège. Il ne peut pas aller sur l'Amstel non plus. Donc, bah, on se retrouve à avoir un coureur qui est pas un mauvais coureur, mais qui n'a pas forcément de profil de course qui lui convienne. Et c'est là où on se retrouve à avoir un problème pour Pierre Latour. Il va falloir peut-être un jour, comme je dis souvent, se mettre autour de la table pour se dire bah, qu'est-ce que je veux faire de la suite de ma carrière. Est-ce que je veux continuer à avoir des résultats où je vais faire peut-être des top 20, des top 25 sur une course comme le Dauphiné, mais qui ne sont pas forcément les résultats que je souhaite le plus, ou plutôt aller sur d'autres épreuves ou voilà, devenir baroudeur, où là peut-être que j'ai un peu plus de chance par rapport à mes qualités ou travailler en montagne. Et puis je poursuis avec également un autre coureur en difficulté, c'est Omar Fraile. Je m'attendais, vu la manière dont ça s'était couru l'état, je me disais tiens, Omar Fraile, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors il finit 79e. Alors je ne sais pas pourquoi c'est marqué 0-0. Ça normalement c'est quand un coureur est reclassé. Donc est-ce qu'il est tombé Omar Fraile dans le final? Mais là ça serait une déception pour lui. Oui, il a dû tomber dans le final, hein, Omar Fraile. Alors je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai que j'étais assez surpris quand j'ai vu ce classement, le 0-0. Je me disais est-ce que c'est une erreur? J'avais oublié de revérifier derrière. Mais c'est quand même dommage pour Omar Fraile parce que c'est un type de course qui lui correspond bien. Ce profil-là de parcours, la manière dont ça se court, où le rythme est assez élevé, c'est un mec qu'on aurait pu voir aujourd'hui dans le top 5, le top 6 de la course. Donc un peu déçu pour Omar Fraile, mais aussi Ethan Etter qui abandonne dès la première étape. Il est tombé, il a dû abandonner. Ça c'est quand même une déception, surtout qu'Ethan Etter, c'est pas une grande saison quand même qui nous fait Ethan Etter en termes de résultats. Si on regarde attentivement, Ethan Etter, vous avez une victoire sur la première étape du Tour du Pays Basque où il y avait eu un gros travail. C'était Bilbao, je crois. Non, qui avait fait le boulot ou c'était Fraile. Déjà, non, ça devait être Fraile qui avait fait le job ce coup-là chez Ineos. Oui, c'était Fraile. Et non, il n'y avait pas Bilbao en plus, qui était dans le top 10. Mais je me souvenais, oui, voilà, c'était Fraile qui avait fait un sacré boulot dans les 15, dans le dernier kilomètre, qui avait fait un sacré dernier kilomètre avec la petite bosse. Ensuite, il y a eu le Tour de Romandie, la victoire à la Chaux-de-Fonds, mais il n'y a jamais, et troisième à Genève, derrière notamment Gaviria. Mais bon, le Tour de Romandie, ça fait partie des parcours qui peuvent vraiment lui convenir. Ensuite, derrière, c'est pas fou, quoi. 2 victoires, Ethan Etter. Alors, on sait bien que c'est un profil de coureur qui est particulier parce que et il s'est fait la clavicule en plus. Collarborn, c'est la clavicule. Je crois me rappeler. Mais c'est vraiment dommageable pour Ethan Etter parce que ça fait depuis quelques temps où les résultats, c'est un peu zigzag. Et puis, c'est un coureur. On pensait qu'il serait meilleur. Enfin, moi, je pensais qu'il pourrait peut-être être meilleur grimpeur que ça. Et on sent qu'il y a quand même une limite. Il est un peu moins bon presque que Pidcock. Et puis, il est moins bon en sprint que Pidcock. En fait, Ethan Etter, je dirais, c'est un Pidcock, mais en moins bien, presque. Et c'est vrai que quand tu es dans la même équipe que Pidcock, tu as en plus une comparaison qui se fait forcément. C'est vrai qu'Ethan Etter, oui, il a des résultats sur le Tour de Romandie ou sur des courses comme ça, mais quand tu regardes ses 18 victoires, je dirais sur des courses quand même de moindre importance. À part sa victoire sur le Tour du Pays Basque, sinon c'est le Tour de Romandie, c'est pas la meilleure épreuve World Tour, c'est le Tour de Norvège, c'est une Pro Series. Alors même si c'est une Pro Series d'un bon niveau, c'est le Tour d'Andalousie, mais il manque une grosse course à son palmarès. Après, c'est un peu dommageable. Il est en contrat jusqu'en 2024 avec Ineos, comme vous pouvez le voir en haut de l'écran. Et puis, je termine avec les quelques leaders qui ont perdu du temps aujourd'hui.
Alors, il n'y a pas que Pierre Latour qui a perdu du temps sur cette étape. On pourrait parler de Anders Allan Johannesson qui finit lui à 10 minutes. Compliqué depuis ses problèmes de genoux. Anders Allan Johannesson, il a du mal à retrouver vraiment un niveau correct. Alors après, il a peut-être perdu du temps pour aller chercher des échappées. Qui d'autre a perdu du temps? Franck Bonamour à 6-10. Mais là aussi, il y a eu pas mal de chutes et je pense qu'il y a des blocages au niveau mental. Vous avez aussi, j'avais vu un peu plus haut, voilà, Juan Pedro Lopez a perdu du temps aujourd'hui, 35 secondes. Chute début de saison, il est à la recherche de sensations depuis, mais il n'a pas trouvé vraiment la solution. Lenny Martinez également, mais qui est équipier de Gaudu. Mentis, 22 secondes également de perdu. Et puis Landa aussi, 22 secondes. Enric Mas, 15 secondes. Voilà, ce sont des petites pertes de temps. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Oui, mais c'est un Dauphiné. Ça se joue souvent sur pas grand-chose. Donc c'est vrai que quand on évite de perdre du temps, c'est plutôt mieux. Et puis je termine avec l'étape d'aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est l'étape de Bressac-les-Mines à la Chaise-Dieu. On aura plusieurs côtes dans la journée, 2 côtes de 3e catégorie, le col de la Toutée et le col des Fourches, 2 km à chaque fois à 6,1 et 6,3 de moyenne. La côte de Guette, 1 km à 7,5 de moyenne. Et puis l'arrivée, vous avez un petit mur dans le final, voilà, avec cette côte des Guettes que l'on prendra à 2 reprises, vu que c'est encore un circuit autour de la Chaise-Dieu pour le final de cette étape de 169 km. On fera le débrief demain à la même heure. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur le Mec Production. Ciao, ciao!